Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Le 15h17 pour Paris, version française de The 1517 for Paris, en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par Clint Eastwood, le film met en vedette Alex Karlatos, Anthony Sadler, Spencer Stone et Judy Greer. Distribué par Warner, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 22 mai 2018. 21 août 2015. Après d'amusantes vacances passées en Italie et en Allemagne, trois amis d'origine américaine prennent le train pour Paris. Pendant leur périple, un terroriste lourdement armé fait irruption dans leur wagon, mettant en péril la vie des 500 passagers. Les Américains tentent de le maîtriser. Rien ne laissait imaginer que Spencer, Alec et Anthony se retrouveraient à cet endroit précis ce jour-là, ni que deux de ces hommes étaient des militaires. Surtout qu'ils furent pendant leurs études secondaires des élèves turbulents, des abonnés au bureau du directeur. Mais en vieillissant, ils sont devenus des héros. On le sentait venir. Le 15h17 pour Paris, où l'adaptation de l'attentat déjoué le 21 août 2015 dans le train reliant Amsterdam et Paris par des passagers américains, n'avait pourtant rien d'incongru dans la filmographie de Clint Eastwood. Ce dernier ayant toujours cherché à scruter la manière brute de l'héroïsme dans une ambiguïté constante envers les institutions ou la religion, essaie ici de conclure ce qui pourrait dorénavant être perçu comme une trilogie bancale, mais emblématique d'un pan thématique de sa filmographie, qui serait composé donc d'American Sniper, de Sully et de son tout dernier né, de 1517 for Paris. L'idée qu'un héros doit avant tout agir de lui-même dans une forme d'urgence intérieure contre des puissances supérieures, des ennemis terroristes dans ce cas-ci, reste une idée caressée par le réalisateur depuis déjà un bon moment. Clint Eastwood semble avoir vu dans cette histoire le potentiel nécessaire pour aller au cœur des choses, tenter de scruter ce qui pouvait aboutir au geste, à l'acte héroïque lui-même. Mais évidemment, ça induit la possibilité d'une mission, d'une destinée programmatique, comme l'indique à de nombreuses reprises Spencer Stone, celui des trois personnages qui se ruera sur le terroriste persuadé d'avoir quelque chose de grand à accomplir, de volontaire pour le couple aveugle, le courage aveugle. L'histoire se focalise sur lui, mais n'est pourtant pas simple, car si l'initiative de Stone peut être prise comme un acte réfléchi, il se fait en écho d'une scène précédente où il déclarait préférer mourir en essayant d'agir plutôt que de rester caché sous une table. Au-delà, le film fait aussi la démonstration d'une chance insolente, puisque le fusil mitrailleur du terroriste s'enraya au moment opportun. Un coup de sort renouvelé 2 mois plus tard lorsqu'il fut poignardé à plusieurs reprises à la suite d'une querelle violente dans un lieu public. Coup du destin, hasard ou coïncidence. Mais comme toujours, Eastwood laisse le spectateur choisir son camp. Problématique, le script enfonce les portes ouvertes et ne s'encombre d'aucune nuance. Le véritable point faible d'un film malade, ce premier scénario de Dorothy Bliscall qui posait pourtant les bases de ce qui aurait pu s'avérer un projet passionnant et très solide. Malheureusement, The 1517 for Paris sombre en partie sous les mauvais choix empruntés, quand bien même avec les meilleures intentions. Et l'un de ces boomerangs est malheureusement le fait de faire porter le film sur les épaules des véritables protagonistes, qui est une idée improvisée, incongrue, mais pas si nouvelle. On se rappelle notamment le surprenant drame de guerre Act of Valor, dont j'ai moi-même fait la critique il y a quelques années pour Actualité DVD, anciennement Ciné Techno, mais inédite dans le cadre d'une instruction, ce qui ne manquera pas de déclencher une polémique. Ces trois garçons n'avaient aucune expérience de comédien. Clint Eastwood leur a refusé la possibilité d'être coachés dans un but d'authenticité. Prévu 3 semaines avant le tournage seulement, il reste pourtant solide devant la caméra, jamais exceptionnel, mais plutôt convaincant dans la restitution des choses. Seulement en voulant trouver cette étincelle, cette réponse dans l'observation même des personnes ayant vécu les événements, Eastwood se prive des éléments fictionnels qui pouvaient donner du sens et de la profondeur, comme c'était le cas dans Sully, où les intrigues étaient largement exagérées mais nécessaires pour la dramaturgie. Ici, rien de tout ceci. Le fait qu'ils jouent leur propre rôle pouvait s'avérer être vraiment une idée suffisante, mais dans les faits, elle revient à produire une docu-fiction luxueuse, vidée de tout enjeu dramatique. Alors oui, Clint Eastwood aime revisiter l'histoire et jouer avec les flashbacks. C'est une de ses signatures d'ailleurs, mais les séquences avec les enfants lui permettent même quelques apartés, comme la vision d'une école intolérante, incompréhensible, incompétente, la passion de Stone pour les armes à feu, pour les films de guerre, avec les affiches de Full Metal Jacket et c'est comique, les Letters of Iwo Jima sur le mur de sa chambre, qui est une œuvre de Clint Eastwood, mais également une œuvre anti-guerre. Mais Clint Eastwood ne peut trouver aucune explication, aucune justification aux événements, ni réfléchir sur l'obsession de Stone, qui est un archétype de la tête brûlée si classique dans le cinéma américain pour la guerre, les armes, ou une fascination pour le morbide. Clint ne se permet rien. Quand ce dernier se permettait de critiquer la religion dans Gran Torino ou $1 Million Baby, la fiction agissait de tout. Ici, il ne peut que laisser les protagonistes dans leur histoire en prenant leur parti et rien d'autre. Coincé, Clint Eastwood se contente donc de faire se succéder les scènes sans avoir de véritables liens dramatiques. Le scénario ne lui offre ni la matière ni la possibilité de faire autrement. Est-ce la raison pour laquelle il a opté pour cette idée de casting, pour pallier à ce manque d'écriture et de scénario, si plate, si vous me permettez l'expression? C'est parce que sans grande chose à raconter,
Toutes les séquences du road trip européen sont étirées à l'excès. Le voyage des héros n'a plus d'obstacles et relève alors d'un long tunnel narratif filmé platement et sans inspiration pour aboutir au climax du train dont on connaît l'issue. L'équation est impossible. Le film aurait gagné à être développé ou à développer d'autres accès plutôt qu'une simple virée pour appuyer sur l'ordinaire d'un groupe de copains, par ailleurs traités de façon très très inégale. Peut-être aurait-il été plus judicieux de croiser leur histoire dans cette vision de l'héroïsme et du courage, chacun d'un côté de la ligne entre le bien et le mal. Ça aurait probablement donné plus de chair à une histoire qui en manque ostensiblement et aurait ancré le film dans une réflexion plus eastwoodienne. Le fait que Warner décale la sortie en dehors de la période des films sélectionnables aux Oscars et qui organise aussi un embargo critique prouvait que le studio ne croyait pas vraiment au film. Alors oui, on le sentait venir, c'est un film qui est pas totalement raté, mais malheureusement très loin d'être réussi. Du côté technique, des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais DTS HD Master Audio 5.1, anglais Dolby 5.1, français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1 et portugais Dolby 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français, espagnol et portugais. L'image est présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments de 1517 to Paris, Making Every Second Count se penche sur le tournage du film, le fait de tourner avec des acteurs non professionnels et dans un réel train en mouvement. Enfin, le 1517 to Paris, Portrait of a Courage, se concentre sur le trio de protagonistes dans lequel ils discutent de leur expérience pendant et après le fameux événement. Dans cette tourmente, espérons juste qu'il ne sera pas le salut d'une carrière monumentale. Rares sont les réalisateurs qui réussissent leur sortie. Eastwood lui-même évoquait cette idée il y a 25 ans avec Impitoyable ou Unforgiven. Instinctif, son prochain projet pourrait donc le pousser à revenir devant et derrière la caméra pour interpréter un passeur de drogue nonagénaire. En attendant, de 1517 for Paris prouve, si besoin était, qu'une grande scène ne suffit pas à faire un bon film. C'était Justin, merci et bon visionnement.